Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur le Arcade High Podcast, épisode numéro 3. Aujourd'hui, j'ai un très grand plaisir à accueillir Florian Grado. Bonjour Florian. Bonjour Lucas. Alors, il faut comprendre aujourd'hui que c'est un peu un épisode spécial pour moi, parce que je dois l'admettre, je connais Florian depuis un bon moment. C'est lui qui m'a, on peut véritablement dire, introduit à l'IBMI. Donc, grand plaisir de retrouver celui qui a été quelque part mon premier mentor. Certains nous accuseront peut-être ici de faire un entre-soi honteux d'ailleurs, on dirait des hommes politiques presque. Mais je pense que malgré cela, ce sera un vrai plaisir je l'espère en tout cas pour nos auditeurs, nos auditrices, de découvrir un peu ton profil, ton histoire et qu'est-ce que tu as pu faire déjà dans le monde de l'IBMI. C'est un plaisir de le partager en tout cas. Ah, écoute, pour commencer, pour ceux qui ont déjà écouté les épisodes précédents, j'aime bien prendre les choses dans l'ordre chronologique, ça donne un bon fil conducteur. La question qui commence toujours, c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours au départ n'était pas forcément destiné à l'informatique. Je suis issu j'ai passé un bac STI génie mécanique, qui est pas du tout de l'informatique. Par contre, par la suite, je me suis réorienté sur un BTS informatique de gestion, option développeur, et c'est là que j'ai vraiment commencé à développer, quoi. Enfin, en tout Donc, cas, dans un premier temps, tu as voulu rêver avec les robots, et puis au final tu t'es dit non. je me suis dit autant le piloter, quoi. Plutôt que de le subir, c'est ça? Voilà, Plutôt piloter, Robocop, plutôt que d'avoir à le subir. exactement, c'est préférable. Ma première entreprise, en fait, c'est qu'à la suite du BTS, j'ai un peu cherché pour trouver ma première expérience, on va dire. Et je suis tombé sur une entreprise qui cherchait des développeurs en fait à former sur une plateforme qui était peu connue. La formule, en fait, c'était une formation d'une semaine à Paris et 3 semaines d'application, tout ça pendant 3 semaines. Donc c'est là que en fait j'ai découvert l'IBMI, qui s'appelait S400 ou E-Series à l'époque. Je sais plus exactement Alors quand est-ce que ça a changé de nom. si je me souviens bien, c'était au début des années 2000 que ça avait changé de nom, si je ne m'abuse. Bon, vu que c'était 2009, Ouais, je pense qu'on était déjà ça avait sur les changé de nom. e-series, hein. Voilà. Mais donc tu disais, tu es passé par une école du coup à Paris, c'est ça? Non, j'ai pas fait d'école. En fait, c'était une société en fait qui proposait des Donc formations personnalisées. Et on n'est pas en train de donc, parler, d'OCSI, qui est déjà, très présent en tout cas ces dernières années. non, la pépinière, je ne crois pas qu'elle existait à cette époque encore. Je sais plus en quelle année elle a été lancée, mais je suis pas passé par la pépinière. C'est donc tu n'es pas de la dernière génération, OCSI, tu n'as pas eu cet honneur. Je n'ai pas eu cet honneur. J'aurais Ça aurait peut-être été mieux parce que du coup, quand je vois toutes les personnes qui font les formations, peut-être que j'aurais monté en niveau, plus rapidement, je sais pas. Moi j'ai l'impression en tout cas, que ça a l'air de plutôt bien marcher, hein, pour ceux qui sont passés par là. Oui, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Nous dévions du sujet, c'est-à-dire toi. Oui, c'est vrai. Du coup, après ces 3 mois, j'étais assez autonome sur la plateforme. Bon, après je savais, voilà, me débrouiller et faire ce que je devais faire. J'étais en binôme, avec un expert, donc si j'avais des questions, je pouvais toujours les poser. Mais au départ, j'étais vraiment simple développeur, hein. J'étais pas analyste programmeur où je décidais un petit peu du fonctionnel et puis du développement. Là, je faisais vraiment ce qu'on me disait. Par la suite, par contre, j'ai changé d'entreprise parce que j'avais envie de découvrir autre chose. Et je pense que c'est vraiment là que j'ai évolué. Donc, je suis arrivé chez Kuhn en Alsace, là où je t'ai connu justement. Les souvenirs, ça y est, Des souvenirs, oui, instant nostalgie et on vient à peine de commencer l'épisode, hein. c'est juste. Du coup, à la base, je suis arrivé pour renforcer en fait l'équipe logistique en fait de développement chez Kuhn.
Donc, pour la petite histoire, l'équipe faisait, l'équipe logistique faisait 4 personnes, mais il y avait 15 développeurs environ sur la plateforme. Ce qui fait déjà, Euh, j'ai envie de dire, une bonne petite équipe. oui, oui, c'est une bonne équipe. Ouais. Donc j'ai fait ça à peu près pendant 2-3 ans où j'ai fait des mises en place du WMS maison un peu partout autour du monde. Donc j'ai pas mal voyagé. Et Ouais. par la suite, par contre, je suis devenu un petit peu référent technique parce que il n'y avait pas vraiment de personnes qui prenaient ça en charge complètement. Et moi, c'était un côté qui me plaisait de voir en fait si on pouvait faire d'autres choses sur la plateforme parce qu'en fait, moi, j'étais cantonné à faire du CL, des sous-fichiers et puis du RPG au départ. Donc, chez Kuhn, c'est vrai il y avait une approche, en tout cas quand toi tu es arrivé, très, à l'ancienne. On utilise, purement, l'IBMI sur le côté natif. Il y a pas vraiment d'intégration, on va dire d'autres technologies, quoi. C'est ça. Bon, ils avaient des interfaces quand même en procédure stockée pour le site web. Mais sinon, oui, c'est sur la partie développement pur, oui, c'est surtout de méthode historique, comme tu disais. Donc, j'ai commencé à assister aux universités IBMI, qui étaient organisées à Bois-Colombes par Philippe Bourgeois. Et Je qui le remercie continue d'ailleurs, d'ailleurs, hein. Et il qui continue, hein. continue, oui. Ouais, ouais. Bah, c'est à partir de ce moment-là, je pense que je suis devenu quand même un peu un fervent défenseur de la plateforme. J'ai j'ai découvert en fait tout un tas de choses et c'est là où j'ai dit ah bah oui en fait on peut faire quand même beaucoup de choses. Ça y est, le prêtre, a été convoqué au Vatican et depuis, il en ressort avec une foi renouvelée. Ah bah là, enfin moi je suis toujours défenseur de la plateforme. Pour moi, j'ai jamais été vraiment, enfin il y a des choses où j'ai dû chercher quand même pas mal de temps, mais tout ce que j'ai voulu faire, j'ai toujours réussi sur la plateforme en tout cas. Et non, que tu abordes ce sujet, je pense qu'on est déjà suffisamment avancé, on va dire, dans la timeline, de ton historique. Mais, Mhm. pour moi, c'est l'excellente, occasion, ben, d'aborder un petit peu les peut-être, les certains projets que tu as pu faire chez Queen, s'il y en a un qui t'a marqué. Parce que, tu parles, de cette idée qu'il y a déjà beaucoup de choses, qui sont sur la plateforme. Je dois dire que, de manière opportuniste, je souscris quand même, beaucoup, à ce point de vue. Beaucoup de choses sont déjà, sur la plateforme, mais il faut parfois un peu le prouver, il faut chercher. Bah, il faut chercher, il faut trouver, et puis il faut surtout le mettre en place. Mais bon, après, j'ai eu énormément de choses intéressantes, hein. Je veux dire, tout ce qui est consommation de services web, de différentes méthodes, HTTP API, SQL, IWS, enfin voilà. Des envois de fichiers, pareil, FTP, FTP, FTPS, on pouvait faire tout plein de choses. Mais le gros projet auquel j'ai participé, c'était le projet Unicode. Donc le but en fait du projet, c'était de gérer de bout en bout les caractères Unicode, donc tout ce qui est cyrillique, caractères chinois, enfin, etc. Et de pouvoir les restituer à l'écran sur tout type d'écran, notamment le 5250. Oui, je vais juste me permettre de faire une précision pour nos auditeurs qui ont peut-être du mal, avec, ce point-là. Mais il faut comprendre qu'une session 52-50, c'est-à-dire l'écran noir et vert, quand vous en ouvrez un écran, les caractères sont encodés, d'une certaine manière pour que tout s'affiche dans votre langue, dans la langue, de l'utilisateur, en utilisant effectivement, bah, les caractères, qui correspondent, à l'alphabet, en question. Et vu que la plateforme est bien plus ancienne que les caractères, modernes, on va dire, que l'encodage moderne, ben, il faut assurer maintenant une compatibilité entre les vieilles tables de caractères et les tables modernes. Oui, fallait tout changer en fait, ouais, tout ce qui est base de données, écran, fichier d'impression, programme, tout ça. Et le plus dur en fait, c'était d'afficher.
des caractères Unicode de différentes langues sur le même écran. Par exemple, je sais pas, si on voulait afficher des caractères cyrilliques avec des caractères japonais et puis chinois. Donc ça, c'était un challenge. Donc Donc, c'était mm, vraiment mm. même pas, on n'a pas cherché à ce moment-là à se dire: «On va rester en quelque sorte cohérent», c'est-à-dire, si on est, sur du cyrillique, ça veut dire il y a de fortes chances que ce soit un locuteur, peut-être, russophone, ou slave de manière générale, non, Mhm. on va tout mélanger. Non, là, c'était tout mélangé parce que les données pouvaient être entrées de n'importe où, donc n'importe qui pouvait les visionner, enfin devait pouvoir les visionner. Donc c'est pour ça que il fallait trouver une méthode pour vraiment tout afficher, de pouvoir tout afficher sur le même écran. Bon, on s'est fait aider, on a pris des logiciels hein, pour le faire. Donc pour tout ce qui était restitution Unicode, c'était le logiciel OpenLook. Tout ce qui était de Fresh Legacy, tout ce qui était transformation en fait de la base de données des programmes, on avait X Unicode. Pareil de Fresh Legacy, on a pris vraiment toute la panoplie au même endroit pour éviter de changer de prestataire. Choix logique aussi, Mais, hein. Souvent, mais oui, c'est quand on a une suite à disposition, grand classique. voilà, et puis c'est plus facile d'interagir. Il y a pas de, on a toujours le même interlocuteur. Enfin, si tu veux me Donc faire après, plai ben, si tu veux me faire hmm, plaisir, si tu veux faire plaisir à Arcade, la prochaine fois, tu penses à nous. oui, j'aurais une petite pensée, d'accord. Au moins petite déjà ça, s'il vous plaît. Non, mais du coup, par la suite, après, ben, une fois qu'on avait prouvé la faisabilité du projet, ben, il fallait faire tout ce qui était mis en place. Donc, l'ordonnancement des choses à modifier. Parce que d'abord, en fait, on fallait qu'on retaille un peu les écrans pour que les caractères Unicode puissent rentrer. Idem pour les impressions. Donc, il y avait, on va dire que Kuhn avait un historique assez gros. Donc, il y avait pas mal de boulot, de modification, de préparation avant de vraiment faire la modification de la base au dernier moment, quoi. Enfin, de la base et des programmes. Et bah, du coup, après, une fois que tout ça a été fait, il n'y avait plus qu'à passer tous les programmes. Enfin, c'était vraiment on avait fait saucissonner en plusieurs lots, parce qu'on peut pas passer tout le système d'un coup. Hein, je suis pas suicidaire non plus. Donc on faisait des petits lots en fait de champs qu'on avait identifiés à transformer, et puis après, on passait tout. C'était des lots ça pouvait aller de 1000 à 2000 programmes écran d'un coup, quoi. Ah, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Taper un bon Objet, on petit va dire. billet là, Mm. pas dégueu. Oui, oui. Ah, on prend sa respiration et puis on y va, quoi. C'est là, bon, il y a plus le choix, quoi, c'est nage ou crève quelque part, à un moment. Oui, bon après, on aime ça, c'est des challenges. C'est vrai, c'est vrai, ça permet de se c'est dans ces moments-là qu'on progresse vraiment. Exactement. Puis voilà, donc c'était un projet long, assez conséquent, mais vraiment très intéressant. Et quand tu dis long, ça a duré combien de temps? Oh, en tout ce qui est études, préparation, avant la première mise en place, je pense qu'il s'est bien passé, je dirais un an et demi, hein. Donc ça, c'était, on va dire, juste la préparation Juste la préparation, oui. et une fois la préparation terminée, quand tu as pu, on va dire, passer à l'action, cette phase-là, elle a duré combien de temps? Pour moi, elle a duré un an et demi aussi. Parce que par la suite, après, j'ai quitté l'entreprise. De manière un peu abrupte de terminer un projet, mais ça marche aussi, hein. Bon, je ne l'ai pas terminé. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en est occupé hein, par la suite. Ça occupe quand même 3 ans de ta vie professionnelle, au moins en tâche de fond. Oui, oui, je faisais pas ça à 100%, mais au moins en tâche de fond, oui. Ah, pas mal. Et j'essaie de comment dire? De comparer en quelque sorte par rapport au projet, que mes précédents invités, ont évoqué et je crois non, ils étaient pas aussi longs, hein. Après, il faut dire que l'équipe en place de 15 personnes, en fait, devait continuer à travailler, en fait, à faire les demandes d'évolution des utilisateurs. Donc, c'était un projet où il fallait pas.
fallait pas s'entrechoquer avec d'autres développements. OK, C'est pour enfin, ça que ça se mettait plus de temps. effectivement, oui. Parce que là, ça complique un peu la tâche. Voilà, il y a tout le quotidien à gérer. C'est ça qui est un petit peu différent en fait avec des sociétés où on fait des logiciels, on fait de l'édition, c'est que là en fait on a le quotidien et en même temps il faut faire ce genre de choses et pouvoir avancer sur les deux, donc ça prend plus de temps. J'aurais tendance à rétorquer que, pour tout éditeur de logiciel, il faut quand même, également répondre aux demandes de correction, à des besoins clients spécifiques en même temps que tu développes tes outils. Donc quelque part, là, on serait sur la même. Oui. Après tu peux séparer tes équipes aussi, des personnes qui font les correctifs et puis d'autres qui font que le développement pur. Et là, c'est plutôt une question de taille, enfin d'effectifs. Oui, puis après je connais pas forcément les entreprises, qui font de l'édition, hein, voilà, je dis ça, j'ai de l'expérience pour mon côté, mais j'imagine qu'eux aussi ils ont des contraintes. Donc toi, tu disais que tu avais quitté Qun, alors Alors qu'on j'ai était quitté qu'une oui. que tu arrivais sur la fin de ce projet et tu où est-ce que tu es allé? Du coup là, bah, je suis revenu dans ma région natale, hein, la Franche-Comté, chez Schrader Pacific. Donc c'est une entreprise située à Pontarlier pour, pour situer. Il y a beaucoup moins de personnes par contre au service informatique. Ah bon, vous êtes J'ai combien? un rôle, je suis revenu un petit peu dans le rôle de on va dire de l'époque des analystes programmeurs. On fait vraiment l'analyse du besoin et définition de ce qu'il faut faire et puis le développer par derrière, quoi. Que sorte, tu as dû gagner en autonomie à ce moment-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Mmh. Donc on peut faire je peux faire plus de choses sur, plus de plateformes. Parce que là, bon, bah, je continue les développements sur IBMI, mais on a commencé aussi à développer des applications PHP qui vont récupérer les données sur l'IBMI. Et également, on va dire le projet vraiment le plus intéressant que j'ai fait récemment, c'était l'utilisation de Node-RED pour tout ce qui est usine connectée. Donc Ouais, c'est c'est vrai. donc enfin, de ce que tu m'en parles, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'intégration de technologies open source. Ah, tout à fait, oui. C'est vraiment un outil qui permet de faire énormément de choses. Notamment, par exemple, nous, on fait tout ce qui est récupération des sondes de température un peu partout dans l'usine. Et puis que si on dépasse une certaine température, eh ben, on peut envoyer des alertes par mail. Ou encore la récupération des données des machines, des compteurs machines pour lancer des maintenances préventives, des intégrations de fichiers. Enfin, vraiment, Node-RED est assez simple à prendre en main et permet énormément de choses. Donc quelque part, en fait, ton projet, c'est en route pour l'usine, 4.0 ou au moins 3.0. Ah, ah bah ça serait pas mal, oui. Hem, Là, tu as évoqué Node-RED, est-ce que pour, tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux en faire un expliquer un petit peu le rôle de ce genre, qu'est-ce que Node-RED et quel est le rôle des logiciels du genre de Node-RED? Bah, Node-RED, c'est du low-code en fait. Ça permet de faire il y a des petites briques qui sont développées, c'est de l'open source, hein, par des gens qui les mettent à disposition et on peut les utiliser. Par exemple, pour tout ce qui est connecteur de base de données, en fait, le connecteur, c'est juste une petite brique qu'on déplace sur l'écran, quoi. On paramètre juste le serveur et puis user mot de passe ou s'il faut un certificat, etc. Et hop, tout de suite, lui, il arrive à se connecter. Donc, en plaçant des briques l'une derrière l'autre, on peut faire vraiment la connexion à la base de données, l'écriture, etc., quoi. Donc un peu comme, Adelia, sur, l'IBMI ou alors, WinDev avec Microsoft? Ah, je sais pas si on peut comparer à ça, mais dans la façon de poser les briques, ça fait penser un petit peu à Talend pour tout ce qui est ETL, où en fait on dépose des briques et on lance des enchaînements d'exécution derrière. OK. OK, OK. Et puis pour la petite histoire, j'ai participé à la Battle Dev de IBM il y a pas longtemps. Oh! Vas-y. Qu'est-ce que ça a donné? Bon, j'espère que T'as ça porte pas malheur, mais bon, j'ai terminé 13e. J'étais pas très proche du top 10, mais pas dedans. Bah, c'est franchement, c'est déjà pas mal du tout, il me semble. Il y a quand même il y Oui, avait bon, c'était une participation individuelle.
C'était pas en équipe. Comme ça pour le fun? Pour le fun, et je me suis vraiment bien amusé. Donc, je remercie le Common France et puis toutes les personnes d'IBM qui ont pu permettre l'organisation de cet événement, quoi. Ouais, c'est sympa. T'as pensé quoi des épreuves? C'était assez sympa. J'ai quand même dû pas mal réfléchir. Par contre, pour tout ce qui est correction, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça permet de découvrir en fait des techniques de développement ou des fonctions qu'on ne connaît pas. J'en ai découvert quand même quelques-unes que je pratique maintenant du coup. Donc c'était très enrichissant, quoi. Jamais m'être posé la question de participer ou non à la Battle Dev et puis je me suis dit, bon, non, j'étais pas plus motivé que ça. Peut-être une prochaine. Après, c'était bon bah les exercices, je pense qu'ils étaient faisables pour tout développeur. Après, ça se jouait un petit peu dans l'optimisation du code, dans l'utilisation de certaines fonctions, dans l'ordre d'exécution. Enfin voilà, c'est ça qui départageait un petit peu les candidats. Oui, au final, c'est pas étonnant, c'est vraiment la connaissance système qui va faire qu'on peut chercher la petite optimisation qui peut parfois tout changer. Bah, pour des gros traitements, oui, je pense qu'il y a certaines petites optimisations qui peuvent permettre de gagner quand même pas mal de temps. J'ai juste été un petit peu perturbé, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire du SQL et moi je suis un grand, je suis un grand consommateur de SQL dans le RPG. Attends un instant, stop, on arrête tout 2 secondes. IBMI, moderne, refuse le SQL? Non, non, c'était pas refuse, je pense, c'était parce que sinon après ça donnait des pour les développeurs en fait ça te laissait des opportunités énormes pour pouvoir aller plus vite. Oui, je pense effectivement. Ah, Fallait peut-être Puis là mettre. c'était RPG et Battle Dev, c'était pas SQL Battle Dev. Ah! Allez, allez, ouais, c'est validé, on prend. Mais bah voilà toute ma petite histoire. Enfin, petite, disons qu'il y a quand même eu le temps de faire quelques petites choses. Je pense notamment, il Oh, y a un oui. élément qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que en 2018, tu avais été nommé Fresh Face IBM. Oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'ai été nominé, bah en fait c'est Thierry Labruni qui a soumis ma candidature. Parce qu'il faut qu'en fait la candidature des IBM Fresh Faces soit postée, on va dire, par une autre personne. Ok, un système de parrainage. Donc, un parrainage, oui, en quelque sorte, oui. Ça, Donc là, ça c'était. se confronte un petit peu avec ce que me disait Clément Barrère à l'épisode précédent. Ah, lui, il disait qu'il avait dû présenter un projet. Je pense que c'était Bah, avec peut-être avec la personne qui le sponsorisait, en quelque sorte, qui le parrainait. moi, c'était un peu le même principe. C'était Thierry Labruni, du coup, de ITIS, qui m'a parrainé pour le projet Unicode. Justement, celui qu'on avait fait ensemble, quoi. D'accord. Donc, comme Clément, vu que j'ai écouté le podcast, j'ai eu des entretiens après avec des personnes d'IBM. Une première fois pour présenter le projet, et puis après, ben, pour avoir plus une discussion sur la plateforme en elle-même. Et par la suite, ouais, j'ai été du coup nominé au IBM Fresh Faces 2018. Donc la session juste après Clément. Et non, tout s'enchaîne. Tout est lié. Maintenant, ça fait, enfin, quand je vous dis la petite histoire, c'est vrai que c'est depuis de 2009 jusqu'à maintenant. Donc j'en ai écrit quelques-uns des programmes. Ça fait déjà maintenant plus de 10 ans. C'est vrai. Ouais, on approche bientôt des 15, hein. Le temps Bientôt. va bien. Le temps est une roue impitoyable. Mais du coup, moi, ça me permet d'amorcer une transition. Vu qu'on parle du temps que tu as passé sur la plateforme, qui approche tout doucement, certes, les 15 ans, est-ce qu'il y a un truc, quelque chose que toi tu retiens, tu veux mettre vraiment en avant, que ce soit dans le côté humain de la plateforme, peut-être même dans le côté technique? Ce qu'on peut mettre en avant, c'est que la plateforme, même si ceux qui connaissent pas la plateforme pensent qu'elle est ancienne, que ça n'a pas trop évolué, techniquement, je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est juste qu'après, il faut le vouloir.
Je veux dire, tout ce qui est consommation de services web, j'en ai fait toute une palanquée et j'ai jamais eu de problème, quoi. Donc, Et il y a des plus compliqués que d'autres, hein. Il y en a avec des certificats, il y en a avec des où il faut juste mettre user mot de passe. Enfin voilà, j'en ai fait un peu de toutes les sortes, quoi. donc vraiment, Donc, oui. l'idée déjà, sous-jacente que tu évoquais au début, de cet épisode que, la plateforme quelque part se suffit déjà à elle-même. Ah, pour moi, elle peut faire tout ce que l'on veut. Enfin, en tout cas, tout ce que moi j'ai voulu faire, j'ai pu le faire. C'est presque une mise au défi là que tu nous mets, pour ce mot de la fin. Mmh, non, c'est juste que je ne connais pas encore tout, hein. Il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas faire, je sais pas. Ouh là, ah non, c'est je pense que là, il faudrait faire intervenir, on va dire, les grands druides, les grands sachants, de la plateforme, Voilà. qui pourront te dire très exactement, quelles sont les limites de la plateforme sur tel ou tel sujet. Après, il y a peut-être certaines limites, mais elles seront repoussées peut-être dans les mises à jour qui vont suivre. Donc, non, je pense que la plateforme évolue. Il y a pas mal de choses et on continue d'en apprendre vraiment au fur et à mesure, quoi. Ça c'est vrai et là-dessus, messieurs, dames, j'aimerais vraiment qu'on mette un gros point là-dessus. La plateforme évolue et effectivement, on va continuer à d'en apprendre, pendant un bon moment encore. Si je me souviens bien, la roadmap, elle est fixée à 2033 actuellement et mais avis qu'elle va pouvoir aller même encore plus loin. Je me demande si ça n'a pas été étendu à 12 ans maintenant sur la roadmap. Eh bien, excellente question. Maintenant, ça encourage tout le monde à aller sur le site d'IBM, chercher la documentation et c'est reparti, chercher roadmap IBM. Petite interrogation de la journée. Mais je pense que c'est déjà une roadmap sur 10 ans, même 12, c'est déjà beaucoup. On attend de voir venir. Mais je pense que ça ferait un excellent, mot de la fin. Nous avons parlé de ton passé, on a parlé un peu du présent et nous venons d'évoquer le futur. Je crois que ça fait un bon petit tour des choses. Donc Florian, si tu as peut-être une dernière chose à évoquer, quoi que ce soit, avant peut-être de clôturer cet épisode? Non, je pense que j'ai un peu fait le tour. C'est une manière de dire que tu es à l'écoute, du marché, c'est ça? Non, non, non. Non, non, j'ai juste fait le tour de ma vie. Après, comme je te disais, je ne vois pas l'avenir. Euh, Laissons les choses venir. Laissons les Et choses venir, voilà. je pense que ça fait un bon petit, mot de la fin. Messieurs, dames, je vous remercie, pour votre écoute. Florian, je te remercie, pour ta présence. Vraiment, encore une fois, c'était très agréable de te retrouver. Ben, merci à toi, Lucas, en tout cas. Encore une fois, avant de clôturer définitivement cet épisode, je tiens à remercier, grandement, Myriam, ma collègue, de Arcade Software, qui me permet, d'exposer ma magnifique voix, sur les internets et également à Arcade, Software qui a mis, en place, ce podcast. À tous nos auditeurs, nos auditrices, je vous souhaite une excellente journée, peut-être un excellent week-end. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Arcade iPodcast.